Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Laurent Mukeli. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue. Vous travaillez plus particulièrement sur les questions de délinquance, des politiques de sécurité aussi. La sécurité, justement, il en est beaucoup question en ce moment. C'est même la seule réponse du gouvernement à la crise sociale inédite que nous connaissons et que nous traversons en ce moment. Est-ce que l'on peut parler d'une politique autoritaire ? Oui, alors on peut pas dire que c'est la seule réponse, mais c'est une réponse massive, ça c'est sûr. Ce qui est relativement classique si on compare ce que moi j'ai fait dès le début, le mouvement des Gilets jaunes avec les émeutes de banlieue. Pour avoir travaillé dessus, moi j'ai fait tout de suite, ce sont deux formes de révolte populaire. Voilà. Donc c'était encore plus clair sur la question des banlieues, mais ça n'est jamais en fait la seule réponse. Voilà, ça l'est dans l'instant. Voilà. Après, on peut considérer, sans préjuger du contenu, de l'intérêt que ça, mais on peut considérer que les discours annonçant telle ou telle chose comme ceux du président de la République ou le lancement du dit grand débat, machin, ce sont des réponses aussi. Bon, donc il y a quand même une pluralité. Bon, il reste que cette réponse, bien sûr, a été massive et qu'on peut en questionner non pas le principe, mais plutôt le déroulement opératoire. Et est-ce que, sur la question des violences notamment, parce qu'il est beaucoup question de violence, on parle toujours des violences, de quel côté est la violence, Laurent Mukeli ? Ben, la violence est réciproque. Il y a à la fois une violence de manifestants et de groupes politisés qui se mêlent aux manifestations. Et puis il y a par ailleurs des violences policières, qui sont quelque part à la fois au principe même de l'intervention policière, mais dont on voit l'évolution ces dernières années, qui correspond à une évolution non dite, non débattue dans la société, une évolution des stratégies policières et des façons qu'on a de faire le maintien de l'ordre, et une évolution qu'on ferait bien de questionner en France. Alors si je devais la résumer, je dirais, historiquement, c'est très paradoxal en apparence, puisque historiquement, la France se targuait et avait la réputation d'être une des nations en pointe pour le professionnalisme de ses forces de maintien de l'ordre. Longue histoire de l'autonomisation d'une force civile et non militaire, donc les CRS, avec néanmoins des militaires, mais professionnalisés également là-dedans, que sont les gendarmes mobiles, bon, deux grandes forces comme ça spécialisées dans le maintien de l'ordre. Une qui est surtout, qui est principalement en métropole, que sont les CRS, une qui est davantage en outre-mer, que sont les gendarmes mobiles. Et ce qui faisait la réputation, c'était à la fois ce professionnalisme et le fait qu'au fond, on est des forces qui savent gérer des manifestations et des mouvements de foule, en gros sans mort, on va dire, sans mort, donc au-delà du symbole de la mort d'homme, en évitant le plus possible l'affrontement violent, hein, et en se targuant de pouvoir précisément, veiller au bon déroulement, gérer des flux, gérer des manifestants, sans avoir besoin à un moment donné de tirer dessus, au gros, pour résumer, comparé à beaucoup d'autres pays du monde, bien sûr. Donc longtemps ça a fait ça. Moi je me souviens quand j'ai commencé ma carrière il y a une vingtaine d'années, cette idée avait cours partout. En France, on est spécialement bon dans le maintien de l'ordre. Nos policiers d'ailleurs sont régulièrement, ou nos gendarmes mobiles, régulièrement invités à l'étranger pour aller dans les écoles de police, pour aller expliquer combien. Voilà. Bon. Donc il y avait cette réputation, on a longtemps vécu, mais du coup on n'a peut-être pas bien perçu les changements qui se sont opérés, en particulier on va dire à l'époque Sarkozy en réalité, hein, à la fois le Sarkozy ministre de l'Intérieur à partir de 2002, puis le Sarkozy président de la République à partir de 2007, dont on sait, le personnage politique a largement fondé sa carrière sur la posture d'autorité, en tout cas la dernière partie de sa carrière, sur cette posture d'identité, cette identification à la fonction policière, à la fonction du chef de police, avec une doctrine qui est la police est là pour interpeller. Alors c'est déjà ce qui a présidé, comme ministre de l'Intérieur, à son sabotage de la police de proximité. Hein, la police est là pour interpeller. Mais ce qu'on n'a peut-être pas vu passer, c'est comment ça s'est étendu en réalité. Il y a eu des réformes qui ont touché tous les métiers de police. Bon, passons ici sur la question du renseignement, qui est une autre, mais ça a impacté également le maintien de l'ordre. Et on a vu se développer assez massivement, alors je ne maîtrise pas la chronologie hyper fine de cela, il y avait peut-être des prémices, mais ce qui est certain, à mon sens, c'est que sous le Nicolas Sarkozy président de la République, et en particulier avec les mouvements sociaux des années 2009-2010, le vote de la loi de 2010, d'où le fameux article qui permet les interpellations dites préventives, etc. Ce qu'on a peut-être moins vu passer, c'est comment le maintien de l'ordre, lui aussi, a évolué
en langage technique, on dit il s'est judiciarisé. C'est-à-dire que l'idée n'est plus simplement de tenir à distance et de canaliser une foule, un mouvement, un cortège, etc. L'idée est d'intervenir dans la manifestation pour interpeller avec des policiers en civil. L'idée est d'intervenir sur le déroulement, en amont, pendant les cortèges, en allant, ce qu'on avait très bien vu aussi pendant les manifestations contre la loi travail au printemps 2016, comment les policiers peuvent choisir ou recevoir comme consigne, c'est un autre point qu'il faut aborder, à un moment donné, qui est le donneur d'ordre précis dans cette affaire. C'est pas clair pour le grand public, c'est pas dit évidemment, mais pourquoi on peut intervenir. Le donneur d'ordre étant le politique, l'administration, c'est qui porte la responsabilité justement des actions, des agissements de la police, des CRS? Manifestement, ça se situe quelque part entre le haut et le bas. Le haut, c'est le ministère de l'Intérieur, en gros. Le bas, c'est concrètement le commandant opérationnel de la brigade, du groupe, de l'unité qui est sur le terrain. Bon. Donc ça se joue quelque part entre les deux, sans doute dans les fameuses salles de commandement, où on mélange la haute hiérarchie et des membres du cabinet qui représentent le pouvoir politique. Bon. Ce qui est évidemment un souci, ce que disent un certain nombre de policiers d'ailleurs, qui disent c'est nous qui sommes sur le terrain opérationnel qui devrions être les premiers juges quand même de ce qu'il faut faire, et pas quelqu'un qui est devant un écran qui, grâce à la vidéosurveillance, observe quelque chose. Bon, voilà. Ça pose évidemment ces questions-là. Les manifestants justement qui ont été victimes de violences policières, qui décident de porter plainte nommément contre le président de la République, M. Castaner, ils ont raison de pointer la responsabilité justement sur la plus haute fonction de ceux qui décident des interventions. Alors, d'abord, oui, comme citoyens dans une démocratie, de toute façon, ils en ont droit, déjà, ils en ont droit, et qui plus est, au-delà du traitement, au-delà de la question d'apporter justice à leur cas particulier, ça a en plus le mérite de poser la question dans le débat public. Et ça concerne potentiellement tout le monde. Bon. Mais il faut situer ça, je reprends le fil de ce que je dis, parce qu'il faut le situer dans cette évolution. On a donc assisté en fait à une judiciarisation du maintien de l'ordre et à une rupture de cette idée, on reste à distance, on évite le contact et par là même on évite une série de violences. Aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette idée-là et c'est passé relativement inaperçu. On va au contact, on interpelle, on rentre avant et pendant, on rentre dans la manifestation, on casse les cortèges, on crée des nasses, on crée des points de blocage. Et ça, c'est une évolution qui est nouvelle et qui, au même titre que l'ancienne doctrine limitait la violence, celle-là, très clairement, la suscite, en fait. La suscite, la provoque. Peu importe si c'est bien ou pas, je ne porte pas un jugement, je constate la chose. Pendant les manifestations contre la loi travail, chacun a en mémoire la façon dont a été médiatisé et politisé les incidents à hauteur de l'hôpital Necker. Et on se souvient comment le pouvoir politique a tenté d'instrumentaliser, comme toujours, il l'a refait avec les Gilets jaunes, instrumentaliser la question de la violence pour décrédibiliser les manifestants. C'est toujours le même petit jeu à 2 € pour rester poli. C'est toujours la même chose. Mais ce que personne n'a dit, c'est ce sont les forces de sécurité qui ont choisi de casser la manifestation à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il y a un point de violence à cet endroit-là. Il l'aurait fait 1 kilomètre plus loin, il y aurait eu des violences 1 kilomètre plus loin. Voilà. Mais c'est l'action policière qui déclenche cela. Du coup, il se trouve qu'on est en face d'un hôpital, un certain nombre de pavés cassent des vitres, et ça devient, dans le discours de l'époque, de M. Valls, de mémoire, ça devient « les méchants manifestants ont attaqué l'hôpital des enfants ». On nous prend vraiment pour des imbéciles, j'ai envie de dire. Quand même, c'est vraiment ça. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut situer la chose. Le deuxième élément, qui est un élément plus circonstanciel, c'est que quand on regarde le détail de quelles sont les unités qui utilisent le plus les armes les plus dangereuses, parce que cette évolution s'est accompagnée du coup parce que c'est d'abord une évolution dans la stratégie, d'où déclinent ensuite des modes opératoires, et d'où déclinent aussi des techniques et des armements qui sont adaptés à ça. Bon. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut remettre au final la question de l'armement et de la dangerosité des armements, en particulier les grenades de désencerclement et les lanceurs de balles de défense. Il faut les replacer dans ce contexte-là. C'est-à-dire à quel moment on s'en sert et quel type d'unité s'en sert. Quand on regarde le détail qui a été publié il n'y a pas très longtemps, c'est une note de la gendarmerie qui a 9228 tirs voilà. de balles. Quand on regarde, on s'aperçoit, et on comprend bien d'ailleurs que d'abord, c'est globalement la police nationale, beaucoup plus que la gendarmerie, qui en a fait usage. Et de fait, on a d'autres indicateurs, éléments, témoignages, etc., qui montrent que globalement, les unités de gendarmes mobiles
ont moins appliqué au fond cette évolution sarkozyste, restent encore un peu plus à distance, vont moins dans ce contact permanent que ne le font les CRS, qui ont déjà plus vite, ce qui est relativement, ce qu'on pourrait expliquer aussi par ailleurs. Deuxième chose, on constate qu'au sein de la police nationale, les CRS sont ceux qui ont le moins tiré en particulier de balles en caoutchouc, que le plus de tirs vient des unités qui ont été rajoutés pour faire du nombre aux manifestations, mais qui ne sont pas des professionnels du maintien de l'ordre. Et il faut se souvenir qu'après l'aspect un peu traumatique des manifestations du 1er décembre, où des groupes dispersés sont partis dans les beaux quartiers de Paris, etc., ce qui a fait peur aux élites parisiennes qui dirigent la France, pour dire les choses comme elles sont. Du coup, on a voulu, le samedi suivant, le 8 décembre, on a voulu du coup faire une démonstration de force et montrer que la force restait à la loi, la police aurait le dernier mot et machin, que si vous voulez taper, on taperait plus fort. C'est ça, hein. On est rentré dans cette surenchère donc de violence. Du coup, pour ça, on a rameuté au fond un peu tous les policiers qu'on trouvait partout. C'est un peu ça le truc. Et donc on a vu arriver sur le théâtre de maintien de l'ordre de manifestation des unités comme la BRI, qui sont spécialistes de la lutte contre le grand banditisme ou le terrorisme. Bon. Et ce que montrent les éléments publiés récemment, c'est que ce type-là d'unité, en fait, qui manifestement a fait le plus de blessés. Et pour cause. On n'est pas face à des professionnels du maintien de l'ordre. On est face à des gens qui ont l'habitude de faire un usage offensif, et pas défensif, mais offensif, sur des gens qu'ils considèrent comme des voyous, des grands délinquants, etc., et pour lesquels ils n'ont pas de scrupules. Voilà. Donc ça, c'est ça qui devrait être... C'est toutes ces questions-là qu'à travers les plaintes individuelles, j'espère, vont émerger. Et c'est là qu'il y a une responsabilité du pouvoir politique, bien sûr. C'est-à-dire à mettre face, en démocratie, face à des manifestants, des unités qui ne sont pas des professionnels du maintien de l'ordre et qui donc potentiellement peuvent déborder totalement et faire un usage de la violence qui n'est plus considéré chez nous comme légitime. Il y a la question du qui intervient, effectivement, c'est ce que vous venez de dire, mais il y a aussi la question de la manière dont sont équipées aussi les forces de l'ordre. Il a été beaucoup question justement de l'usage d'armes qui sont des armes qu'on n'utilise pas forcément ailleurs d'ailleurs. J'ai vu sur votre blog que vous avez relayé un article d'Éric Martel, lui parle de militarisation. On en est là ? Mais de fait, donc il y a une logique principale qui est la judiciarisation. On peut questionner, ce qui est classique hein, dans le travail sur le maintien de l'ordre, on peut questionner aussi la question de sa militarisation. Alors pas tant sous l'aspect du statut d'emploi de tel ou tel, parce qu'à partir du moment où on a des gendarmes, par exemple, ce sont encore en partie des militaires, même s'ils sont... au plan opérationnel, ils sont dirigés par les civils, par le ministère de l'Intérieur depuis les années Sarkozy, là aussi, justement. Mais donc, c'est pas tant que forcément le statut d'emploi de la personne, savoir si c'est un fonctionnaire civil ou si c'est un militaire. La question, plutôt, c'est dans les modes opératoires, les façons de faire, les façons de s'organiser, voilà. Alors, ce qui pourrait donner quelques éléments en ce sens-là, c'est la question, effectivement, des armes. Et deux, on a vu aussi pendant les manifestations l'usage très symbolique quand même des blindés légers de la gendarmerie. Alors c'est certes pas la première fois, mais enfin on n'est pas sur des émeutes généralisées comme on a pu le voir sur ça, notamment dans certains départements d'outre-mer. On n'est pas au fin fond de la campagne de la ZAD de la région nantaise, etc. On est sur les Champs-Élysées en France, dans la capitale, et sous le regard de tout le monde. Donc faire défiler des blindés, ça a une certaine symbolique, militaire évidemment. Par ailleurs, il y a eu aussi la question de l'emploi des canons à gaz lacrymogène avec ce fameux gaz qui est 200 fois plus puissant que ce qu'il y a dans les grenades lacrymogènes, et dont l'idée était, en dernier recours, on peut paralyser tout le monde et mettre tout le monde par terre, quoi, au fond. Voilà. Donc ça pose évidemment tout à fait question, à plein niveau. Là, on peut questionner la panique du gouvernement. On peut questionner l'absence, le fait de partir, de s'embarquer totalement dans des logiques de surenchère et d'escalade, sans réfléchir au fait qu'à partir du moment où vous déclenchez une escalade, ça aura des réactions chez l'autre, puis chez vous. Enfin, c'est un cercle vicieux, bien sûr. Et d'ailleurs, beaucoup d'éléments empiriques nous le disent aussi. Beaucoup de manifestants ont dit moi je reviens et je suis effectivement énervé parce que la semaine dernière, il s'est passé ça, ça et ça. Bon. Y compris d'ailleurs c'est véridique. Enfin, les gens par ailleurs ne cherchent pas
ne cherchent pas par ailleurs à se dédouaner, à s'excuser, mais ils disent voilà, oui, effectivement, je suis en colère et voilà pourquoi. Hein. Y compris d'ailleurs le fameux boxeur, là, etc., machin, a expliqué longuement, et ça n'enlève rien à ce qu'il a fait, mais il faut dire juste expliquer l'enchaînement des choses et comprendre ce qui s'est passé. Lui-même a dit, mais enfin, moi, je suis entré en rage, j'ai vu des papis mamies se faire gazer, j'ai vu alors qu'ils menaçaient personne, bon voilà. Donc à partir du moment où on déclenche une escalade, on crée des réactions fatalement, hein, vengeance, voilà, on crée des effets boule de neige comme ça, qui sont tout à fait déplorables, et ça, c'est très clairement un choix politique à un moment donné qui a été fait. Voilà, on s'est dit, on a été débordé, il faut qu'on montre que c'est nous les plus forts. Il y a peut-être d'autres façons. Voilà. Il y a peut-être d'autres façons de faire que celle qui consiste à penser que la seule façon, au fond, de s'en sortir ou d'avoir une issue positive, c'est de faire taire l'autre. On savait Emmanuel Macron, justement, très libéral sur les questions économiques, mais on lui découvre justement cette appétence assez particulière pour les questions d'ordre et le régalien de manière générale. C'est une découverte pour vous ou est-ce qu'on pouvait s'y attendre ? Je pense que quiconque a vu sa cérémonie d'investiture en mai 2017 ne peut pas être surpris. Enfin, c'est pas possible. On voit très bien la tentative d'incarnation du chef et puis les histoires qu'il y a eu après avec les militaires. Enfin, je dirais même, enfin, elle est caricaturale même. Donc pour pas l'avoir, il faut vraiment être vraiment peu outillé ou très hypocrite. Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout surprenant. Ça cohabite parfaitement par ailleurs avec un libéralisme sur le plan économique. Voilà. Mais la posture d'autorité, la volonté d'incarner le chef, ça me paraît évident. Et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit une stratégie qui découle d'un projet, une représentation, une idéologie particulière. Hein. Moi, je trouve, c'est pas propre à M. Macron. Hein. Je pense qu'un certain nombre d'hommes politiques ont un côté extrêmement infantile de ce point de vue-là. Voilà, quelque part, ils se sentent plus, quoi, hein, comme on dit dans le langage populaire. J'ai une dernière question, justement, Laurent Micheli. D'autres, à gauche notamment, se sentent, ou en tout cas s'intéressent à cette question de l'ordre et envisagent même de créer une police municipale. C'est le cas à Paris, avec 3 missions principales: garantir la propreté des rues, veiller à la tranquillité publique et protéger les citoyens dans leurs déplacements. Ça vous paraît justifié à Paris ? Alors, j'ai été surpris d'entendre cette annonce de la maire de Paris, pour les raisons suivantes. D'abord, Paris est la ville de France où il y a le plus de policiers par habitant. C'est une ville surpolicée, quelque part, par rapport à tout le reste, en particulier par rapport à certains départements de la banlieue parisienne. C'est juste effarant de ce point de vue-là. Donc j'ai du mal à voir le diagnostic du besoin de police, on va dire. Bon. J'entends par ailleurs les missions précises que vous évoquez. C'est-à-dire, j'entends par ailleurs, parce que ça, c'est quelque chose qu'on constate également partout en France, la demande d'un service public de proximité qui permette de gérer un certain nombre de petits problèmes d'incivilité et de tranquillité de la vie quotidienne. Ça, pour le coup, c'est pas Paris, c'est pas propre à Paris. On pourrait faire le diagnostic dans toutes les agglomérations. Donc la bonne question, celle que moi je pose en tout cas, c'est le rapport entre les deux choses. Ok, il y a effectivement des besoins de proximité sur certains aspects de la tranquillité, du bien vivre ensemble, comme attente de la population au quotidien. Mais est-ce que la réponse pour remplir ce besoin, c'est la police, peut-être municipale? Voilà. Ma réponse est que non, c'est une erreur. Mais à mon avis, si cette erreur est faite, on est face à des gens qui sont outillés intellectuellement. Si cette erreur est faite, c'est parce que des impératifs politiques, des stratégies politiques prennent le devant et qu'on veut afficher quelque chose, bon, dans un contexte politique, en vue d'une élection, etc. Voilà, ça me paraît très clair. Ce que vous dites, c'est que les missions, elles sont peut-être possiblement justifiées, mais en revanche, l'usage, ou en tout cas l'appellation police, c'est un signe envoyé à la droite, c'est un signe envoyé, c'est plus un signe envoyé politique en fait. Et surtout, oui, je pense que la raison est celle-là, et la conséquence, à mon avis, fait que, au final, on répondra mal aux besoins en question. C'est ça mon point finalement. Après tout, si effectivement on répondait bien aux besoins, ok, mais je pense que c'est une erreur. En 2019, dans le contexte français, qui est toujours celui du post-état d'urgence, de la période d'attentat, etc., qui est une période où les polices municipales grandissent partout en France, s'arment à tout va dans tous les coins, etc., créer une police municipale dans ce contexte-là, dans un contexte où les policiers municipaux n'ont comme objectif de professionnalisation et de reconnaissance n'en ont qu'un seul, qui est l'imitation des polices nationales,
qui est donc de partir le plus possible dans des logiques qui vont les éloigner de ces besoins de proximité, qui sont le contraire de ces petits besoins de vie quotidienne. Ils vont évidemment avoir tendance à dire, comme partout en France, ces petits trucs-là, c'est pas vraiment du travail de police, nous, on veut être des vrais policiers, on veut ressembler aux autres, machin, etc. La logique est évidemment celle-là. Et quand j'entends certains élus qui disent « oui, mais regardez, par exemple, ils ne seront pas armés », je dis « c'est une plaisanterie ». Au premier attentat ou au premier changement électoral où c'est les conservateurs qui reviennent au pouvoir, elle sera armée et ce sera terminé. Et donc au final, les petits besoins des habitants du quotidien, machin, on se retrouvera avec le même problème que personne n'y répond. Voilà. Donc on aura simplement davantage de policiers avec les mêmes uniformes, les mêmes armes et les machins qui feront comme les autres. Donc de ce point de vue-là, je considère que c'est vraiment une erreur. Merci beaucoup Laurent Micheli. Plaisir.